Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. C'est avec ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous retrouve pour ce point de l'information sur Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire continue sa marche dans sa nouvelle dynamique. Et à propos, le bishop Benjamin Boni s'est adressé au peuple méthodiste ivoirien pour inviter les fidèles au calme et à la prière pendant ces moments où la tempête semble perturber la barque de l'Église. C'était lors de la journée de l'homme méthodiste dont le culte officiel a eu lieu au temple méthodiste en construction du district missionnaire de Gagnoa, Esther Palais. À l'occasion de la journée de l'homme méthodiste, édition 2024, couplée à la fête des pères, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est adressé à l'Assemblée, une population venue en grand nombre prendre part à la cérémonie. Après avoir remercié les fidèles, le premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a invité le peuple de Dieu à travailler pour le bien de l'Église et à être de véritables témoins de Jésus-Christ. Au cours de son message, le bishop Benjamin Boni est revenu sur les raisons de la décision de sortie de l'Église méthodiste unie du monde. Depuis quelques semaines, nous avons pris la décision, et cela résolument la décision, de sortir de l'Église méthodiste unie du monde. Pourquoi? La raison est toute simple. C'est une église qui nous a accueillis quand nous sommes entrés dans cette grande communauté qui est mondiale et qui fait beaucoup au plan social, qui fait beaucoup sur plusieurs plans et qui nous a aussi aidés quand nous parlons aujourd'hui de l'organisation des hommes. C'est partie de ce que nous avons vu au niveau de l'Église méthodiste unie. Malheureusement, au plan moral, nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité et toutes ces formes de pratiques qui tournent autour, n'est-ce pas, et qui sont réunies dans le cycle LGBT. Dans Lévitique 18, 22, ou Lévitique 20, 13, il est dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme l'homme couche avec une femme. » C'est une abomination. Et le terme hébraïque, le terme de la langue juive, qui est traduit en français par abomination, c'est un terme très fort. C'est un peu comme, non seulement c'est un péché, mais c'est un peu comme une espèce de défiance par rapport à Dieu, qui nous a créés. Ils disent que pas entrer dans ça. C'est clair et c'est clair. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, nous devons observer sa parole. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de hiatus entre le Seigneur et sa parole. C'est tellement important. Nous avons proposé le nom à l'Église, que l'Église a accepté à l'unanimité. Notre Église s'appelle désormais Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Outre cet aspect, le président de l'Église n'a pas manqué de mettre en mission les pasteurs et laïcs de l'Église. Il leur a donné les dispositions à prendre, comptant sur Jésus-Christ, l'espérance du monde. Que notre mission en tant qu'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, eh bien, ne s'enferme pas en Côte d'Ivoire. Nous avons pour mission également d'aller hors la Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place un comité de texte. On va donc prendre le texte, les textes que nous avons, et voir un peu l'actualité, le comité va se mettre au travail, de telle manière que en un laps de temps, vraiment encore, nous puissions avoir de nouveaux textes que nous introduirons au ministère de l'Intérieur, de telle manière que l'agrément soit donné. Nous n'avons pas d'ennemis, et nous ne sommes pas nos ennemis, non. Nous ne sommes pas nos adversaires. Mais là où nous sommes arrivés, nous ne pouvions pas
Alléluia. Profitant de sa présence dans le district missionnaire de Gagnoa, lieu qui a abrité les festivités de la 11e édition de la Journée de l'Homme méthodiste, le bishop a encouragé le district et les méthodistes de cette partie de la Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans l'œuvre du Seigneur. Je veux vous féliciter, vous de ce district, pour ce que je vois. Je sais que vous avez connu des moments très difficiles, mais vous avez relevé le défi et nous sommes à ce point. Une félicitation et je crois que très bientôt le plafond et tout ce qu'il va être fait pour que nous passions à l'acte de la dédicace. Ayez beaucoup de projets qui soient des créneaux porteurs, que chacun fasse son travail. Et alors, tous ces aspects de travail mis ensemble feront de notre Église une Église forte. Tout le peuple méthodiste de Côte d'Ivoire est appelé à fléchir les genoux devant Dieu pour les défis à relever et les challenges à venir. Au niveau des activités dans les églises locales, dans le circuit de Vridi, lors de la journée de la fête des pères couplée à celle de l'homme méthodiste, le 16 juin dernier, le révérend pasteur Ismaël Kida était en visite pour voir l'état d'avancement des travaux de construction du presbytère du siège du circuit au temple Shekinah de Vridi cité. À cet effet, un culte d'offrande a été organisé pour la mobilisation des fonds en vue d'achever cet édifice. Raphaël Dompé. Pour les travaux d'achèvement de la construction du presbytère du circuit de Vridi, les fidèles se sont donné rendez-vous les 15 et 16 juin 2024. Après une visite des lieux à l'église méthodiste Shekinah de Vridi cité, siège du circuit, le révérend pasteur Ismaël Kida a sonné la mobilisation de tout le circuit autour du projet, celui d'achever la construction du presbytère. C'est une maison de 5 pièces, c'est-à-dire 4 chambres et un salon, avec en plus un bureau pour le pasteur et une cuisine moderne. Nous sommes arrivés au stade de la finition, le revêtement du sol a été fait. Tout ce qui est commodité en termes de salle d'eau, tout est prêt. Ce qui nous reste à réaliser, ce sont les portes, la pose des portes et les sanitaires qu'il faut réaliser pour que le bâtiment soit totalement habitable. C'est le mouvement donc des laïcs du circuit qui est donc le bailleur, si on veut voir. Nous n'avons pas eu d'apport extérieur. Ce sont les contributions des uns et des autres, de l'ensemble des laïcs, avec à leur tête le président des laïcs du circuit. Les responsables laïcs du circuit ne sont pas en reste. Ils font de la réalisation de ce presbytère leur priorité afin de redorer le blason du circuit de Vridi. Au cours du culte d'offrande couplé à la journée de l'homme méthodiste, les 5 communautés méthodistes que comporte le circuit, à savoir Ebenezer de Vridi-Ako, Espérance de Vridi 3, Sion de Vridi Canal, Trinité d'Abianyambo et Shekinah de Vridi Cité sont venus massivement contribuer pour la réalisation de ce projet. Souvent on dit Dieu va envoyer son serviteur. Son serviteur c'est qui? C'est Kida. Il va dormir là-bas d'abord. Il y a aussi des bureaux à construire pour le circuit et puis pour les différents responsables des structures. Mais pour le moment, nous sommes sur le circuit. Presque tout a été fait. Il reste les portes, la peinture et puis l'électricité, ainsi de suite. Nous prions le Seigneur de continuer de nous aider. Si les moyens sont là, en 2 ou 3 mois, on peut finir. Mais tout dépend des moyens. Toutes les fois où on aura quelque chose, on va s'y impliquer. Je crois que le peuple Shekinah de Vridi Cité répond aux attentes de l'Église parce qu'on a initié quelque chose
Par exemple, le lancement, nous avons mis la cible à un niveau, mais le peuple a dépassé la cible. La mini-moisson aussi, c'était la même chose. Donc vous voyez qu'il y a une progression, il y a un certain engouement. Nous avons besoin de fédérer tous les efforts et nous appelons tous les anciens qui sont passés dans cette communauté, où qu'ils soient. Nous avons besoin de toutes les forces vives pour pouvoir faire cette œuvre à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons compter sur eux, parce que nous savons que ce sont des hommes de foi. Ce bâtiment de 5 pièces est prévu s'achever avant la fin de cette année 2024, afin d'entamer également la construction du nouveau temple Shekinah, dont la fondation comprend 60 piliers environ. Toujours dans le circuit de Vridi, district Abidjan Sud, une incursion a été faite dans le village Atchan de Petit Bassam pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction, cette fois du temple Trinité d'Abia Nyambo. Raphaël Dompé nous en dit plus dans ce reportage. Dans le cadre de sa mission à lui confiée par la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Ismaël Kida, pasteur principal du circuit de Vridi, a entamé une tournée de mobilisation dans son circuit. Dans le village Atchan d'Abia Nyambo ou encore Petit Bassam, un temple est sorti de terre. La construction de cet édifice religieux, baptisé la cathédrale par les habitants, remonte au 5 janvier 2017. Grâce au conseil du surintendant Très Révérend Philippe Adjobi et à l'appui des fidèles du district d'Abidjan Sud, les responsables de la communauté sont parvenus à ce projet divin en phase de finition. Nous sommes à 70% de la construction. Donc nous sommes à la finition. Nous avons entamé avec les carreaux. Nous attendons mettre les carreaux des ailes et puis poursuivre. Après les carreaux, nous allons passer à l'enduit et puis à la peinture. Le temple est construit à 90% des fidèles de l'Église qui sont à encourager. C'est un sanctuaire de plus de 600 mètres carrés que le peuple de Dieu de Trinité est en train de bâtir à la gloire de Dieu. Selon le président des laïcs, cette maison de prière est faite à dessein afin de servir aux générations futures. Nos parents, quand ils ont commencé l'église, il y avait d'abord une église en bambou, ensuite une église en terre. Nos enfants, avec l'évangélisation que nous faisons, des gens viendront. Donc on a fait quelque chose pour 20 ans, pour 30 ans, pour 100 ans, pour l'avenir. Pour l'histoire, c'est en 1920, après le passage du prophète William Wadé Harris dans ce village d'Abia Nyambo, que la communauté Harris a été créée. De cette communauté est née l'église méthodiste d'Abia Nyambo, comme l'a recommandé le prophète Wadé Harris. Nos grands-parents, certains avaient voulu garder la communauté Harris, mais d'autres ont écouté et ont obéi à ce que le prophète Harris a dit, qu'il y a des gens qui viendront les enseigner la parole de Dieu, la Bible. Donc ils se sont détachés de l'église Harris et ils sont venus ici. C'est le terrain d'une famille. Le premier lieu de culte, c'est ici. En hébreu, on dit « Kaser diadouele soba », c'est-à-dire quand tu rentres dans l'eau, tu n'as plus peur du froid. Voilà, donc c'est ce que nous essayons de faire avec nos frères. On a commencé et on doit finir. Venu apprécier l'évolution des travaux, le pasteur principal du circuit invite les chrétiens méthodistes de sa circonscription à fédérer leurs efforts pour achever ce projet. Nous réalisons qu'en fait nos efforts sont récompensés, n'est-ce pas, par ces résultats que nous voyons. Notre souhait, c'est de voir ce temple être dédicacé en l'honneur de l'Éternel. Et donc, nous mettons cela comme notre cheval de bataille pour que dans nos actions, chacun se sente concerné, chacun se sente impliqué, chacun se sente interpellé pour que nous puissions apporter ce que nous devons pour voir l'œuvre de Dieu être achevée. Il faut redoubler d'efforts pour terminer ce que nous avons commencé.
Aujourd'hui, les fidèles sont à pied d'œuvre pour la réalisation de cette maison de prière en attendant sa dédicace, Dieu voulant, dans le courant de l'année 2025. Sur le volet de l'enseignement supérieur, la 6e édition de Kwanzaa, la journée culturelle de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a tenu toutes ses promesses. Organisée par les étudiants de cette institution, cette activité culturelle vise à valoriser la culture et l'intégration africaine avec pour thème cette année le digital au cœur de la promotion des cultures africaines. Selon l'administration dirigée par le professeur René Nyalega, qui félicite et encourage l'organisation de cette initiative, il est important de s'ouvrir aux autres cultures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au plan national, le président de la République de l'Angola, João Lourenço, est arrivé à Abidjan mercredi dernier dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures. Il a été reçu par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, ce jeudi 27 juin au palais présidentiel. Et par rapport à cette visite, 14 accords bilatéraux ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Angola dans plusieurs domaines. Si la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques depuis le 21 août 1981, marquées par la création le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise et la signature de différents protocoles d'accord, cette visite officielle du président João Lourenço en Côte d'Ivoire marque un tournant, car elle vient jeter les bases d'un véritable rapprochement entre les deux pays par le raffermissement de leurs relations au plan économique, mais aussi politique et culturel. Arrivé la veille mercredi en fin d'après-midi à Abidjan, dans le cadre de sa visite officielle, le président João Lourenço a été reçu ce jeudi 27 juin au palais présidentiel, accueilli par son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi aux membres de leur délégation avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés et qui vont permettre de booster les relations entre les deux pays en de nombreux domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures, mémorandum d'entente entre le ministère en charge des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques, accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola, accord de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse, accord de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, accord de coopération dans le domaine des sports, accord de coopération dans le domaine de la santé, accord de coopération dans le domaine de l'économie numérique, protocole d'accord en matière économique et commerciale, accord de coopération dans le domaine des ressources en eau, accord de coopération dans le domaine des ressources forestières et fauniques, accord de coopération dans le domaine de la culture, accord entre la Radio nationale d'Angola et la radiodiffusion-télévision ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État, lors d'un point de presse, ont exprimé leur estime réciproque et leur volonté d'opérer un véritable rapprochement entre leurs deux pays par une coopération dynamique dans plusieurs secteurs. Hors de nos frontières au Sénégal, l'industrie pétrolière fait ses premiers pas à la satisfaction des autorités du pays et des populations. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal qui vient d'intégrer le cercle des pays producteurs de pétrole. Le pays a extrait ses premiers barils le 10 juin dernier sur le champ de Sangomar au large de Dakar. Le projet, qui a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissement, vise une production de 100 000 barils par jour. Une aubaine pour les entreprises du secteur. Au moins, je pense que pour nous, on aura accès à l'énergie de manière moins coûteuse. Et forcément, cela va impacter sur la compétitivité des entreprises. Nous allons d'abord, avoir la disponibilité de produits, beaucoup plus. On aura, on l'espère, une baisse aussi du coût
le cas échéant. Et je pense que ça permettra aussi au niveau vraiment de revoir toute la fiscalité autour du pétrole de manière à ce qu'on puisse avoir un produit accessible. Le Sénégal possède d'importantes réserves de gaz pouvant atteindre 100 millions de tonnes par an d'ici 2030, avec des revenus annuels estimés à 700 milliards de francs CFA, soit plus d'1 milliard d'euros sur 30 ans. Cependant, des zones d'ombre subsistent autour des contrats d'exploitation, jugés défavorables par les nouvelles autorités qui souhaitent les renégocier. Dans le projet Sangomar, la société australienne Woodside détient 82% des parts, contre 18% pour l'État sénégalais, avec une part de profit pour le Sénégal variant de 15 à 40% selon la production, ce qui comporte des risques selon des experts. Le président kenyan William Ruto retire le projet de loi de finances controversé au Kenya. Malgré cette décision, la tension reste vive à Nairobi. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président kényan William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef d'État ont été organisés à Nairobi jeudi. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins 2 personnes ont perdu la vie au cours d'affrontements avec la police nationale. Nous avons actuellement un président qui n'en est pas un. Ce président, William Samoei Ruto, suit les ordres de la Constitution. La Constitution est très bien, mais le gouvernement est la règle du peuple pour le peuple par le peuple. Et maintenant, nous allons changer le Kenya pour qu'il soit la règle des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Le président William Ruto a pris la décision de ne pas signer le projet de loi de finances prévu après que la proposition a déclenché un chaos meurtrier dans la capitale. S'il a déclaré mercredi que les hausses d'impôts seraient retirées et que des coupes budgétaires seraient effectuées, le mouvement protestataire est retourné dans la rue dès le lendemain de cette annonce pour manifester son manque de confiance au président. Toujours en Afrique, mais cette fois en Afrique centrale, on note une recrudescence des cas de variole en République démocratique du Congo. Le gouvernement, qui n'est pas insensible à cette situation, prend des mesures. Face à la flambée des cas de variole du singe, les autorités de la République démocratique du Congo ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre le virus pour tenter de lutter contre la propagation d'une nouvelle souche plus mortelle dans le pays. Depuis l'année dernière, le Congo fait face à une recrudescence des cas de variole. Le pays a connu 20 000 cas et plus de 1000 décès causés par le virus, principalement chez les enfants. L'infection virale qui se propage par contact étroit provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies de pus. La plupart des cas sont bénins mais peuvent être mortels. Cette semaine, l'OMS a mis en garde contre la propagation du nouveau variant dans le sud Kivu. La maladie gagne du terrain, le virus a atteint Goma, le nord Kivu, ainsi qu'un camp de personnes déplacées. Ailleurs dans le monde, intéressons-nous aux présidentielles américaines 2024. Premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Ce fut un débat tendu selon les observateurs. C'est le choc que de nombreux Américains attendaient. À Atlanta, Joe Biden et Donald Trump se retrouvent face à face pour la première fois depuis 2020. Le président démocrate tire à boulet rouge sur son rival pour ses positions anti-avortement et l'attaque frontalement sur ses nombreuses affaires judiciaires. Ces crimes dont vous êtes toujours accusés, pensez à toutes les accusations contre vous. Combien de milliards de dollars est-ce que vous devez pour avoir agressé des femmes en public, pour avoir fait tout un tas de choses, pour avoir eu des relations sexuelles avec des stars du X lorsque votre femme était enceinte? Pour Donald Trump, tous les coups sont permis. Face au président, parfois confus, le républicain en profite pour remettre sur la table la santé physique et mentale du démocrate. J'ai passé 2 tests cognitifs. Je les ai réussis tous les 2, comme vous le savez, et on l'a rendu public. Lui, il n'en a fait aucun. J'aimerais le voir en faire un, juste un, très simple. Joe Biden, âgé de 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, sont au coude à coude dans les intentions de vote selon les sondages. Mais la prestation mitigée du président démocrate pourrait lui coûter cher, selon cet expert.
Biden n'avait pas besoin d'un match nul. Il avait besoin d'une victoire décisive pour lui donner de l'élan et réduire les questions sur son âge. Mais ce soir, certains de ses signaux non-verbaux et la lenteur de ses mouvements vont accroître les spéculations sur son âge et son endurance pour un deuxième mandat. Un dernier débat aura lieu le 10 septembre, à moins de 2 mois de l'élection. Autre chose, le sport. La 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme a refermé ses portes. Ce sont près de 800 athlètes africains qui ont répondu présents à cette compétition organisée pour la 2e fois au Cameroun. Sous le feu des critiques, le Cameroun vient d'organiser pour la 2e fois le championnat d'Afrique d'athlétisme senior. Près de 800 athlètes venus de tout le continent chercher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la peine. On sait que du coup les championnats d'Afrique ont été délocalisés par rapport au premier stade. Et sincèrement, nous là, la piste, ça a été très dur d'évoluer là-dessus parce qu'il y avait des trous. La piste n'était pas totalement droite. Mais bon, on a tous été dans les mêmes conditions, il fallait se battre. Sur la ligne d'arrivée, la joie de certains athlètes victorieux leur fait oublier, du moins pour un temps, les ratés de cette 23e fête de l'athlétisme africain dans un stade Japoma quasi vide. En fait, c'est la première fois que je participe au championnat d'Afrique senior et je suis très heureuse de remporter la médaille d'or. J'étais vraiment préparée pour cela et finalement je l'ai remporté. C'était vraiment difficile, mais quand même, je me suis dit que tout le monde est dans la même situation, donc tout ce que je sais, je dois venir premier. Au classement général, l'Afrique du Sud a fini première avec 19 médailles, suivie du Nigeria 15 et l'Éthiopie 10. La prochaine édition est prévue en 2026 au Ghana. Notons que la délégation de la Côte d'Ivoire termine ses championnats avec 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois de trucage de match avec Samuel Eto'o, la star du football camerounais et président de la FECAFOOT, auditionné par la CAF. Samuel Eto'o serait-il impliqué dans des opérations de manipulation de match? La CAF, la Confédération africaine de football, va devoir faire la lumière sur l'affaire. L'ancien footballeur international a été auditionné par le jury disciplinaire de la CAF, une audition qui a eu lieu le mardi 25 juin au Caire, en Égypte. Plusieurs acteurs du football camerounais l'accusent d'avoir truqué des matchs du championnat national, d'avoir favorisé la montée en première division du club Victoria United et enfin d'avoir signé un contrat de sponsoring avec une société de paris sportifs. Président de la Fédération camerounaise de football depuis 2021, l'ancien joueur du FC Barcelone nie les faits. Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, les désaccords avec d'autres membres de la fédération se multiplient. S'il est reconnu coupable de ces accusations, Samuel Eto'o risque la suspension à vie de toute activité liée au football. Pour l'heure, le verdict de l'audition n'a pas encore été prononcé. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Espérance TV et prenez soin de vous.